Merci Stéphane. Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par me présenter, Tiffaine Guenec. Moi, je suis ingénieure environnement donc, à l'Institut technologique FCBA. Et donc, le sujet qui va nous animer ce matin, c'est la RE 2020, la réglementation environnementale 2020 et le bois dans la construction. Ce webinaire a été construit en fait comme un webinaire introductif, c'est-à-dire pour donner de grandes notions, on va dire, du bois dans la construction et ce que la RE 2020 peut apporter dans ce cadre-là. Donc, ce webinaire, en fait, a pour objectif d'être suivi par des ateliers pratiques où on rentrera un peu plus dans le détail, mais je vous en parlerai à la fin du webinaire. Juste en quelques mots d'introduction du contexte de la construction bois en France. Donc, actuellement, l'économie de la construction bois, donc là, ce sont des chiffres qui datent de 2018. C'est 2080 entreprises pour la partie constructeur de bâtiments neufs. Sachant que c'est réparti de façon assez homogène avec quand même une concentration en Auvergne-Rhône-Alpes de ces entreprises, mais c'est un secteur qui est en forte évolution et notamment grâce donc à cette nouvelle réglementation. L'économie de la filière, les emplois sont répartis en fait en conception, en fabrication des composants de structure et puis pour 47%, donc la majorité dans la mise en œuvre. Différents systèmes constructifs sont utilisés. Le système qui est majoritaire en France, c'est le système qu'on appelle ossature bois à 84%, des systèmes poteau-poutre à 9%, les panneaux contre-collés, contre-cloués à 3%, le bois empilé et le colombage traditionnel pour 2% chacun. Alors, ces chiffres, en fait, le but de ce webinaire, c'est aussi de les illustrer. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ces différents systèmes constructifs, la différence entre voilà, tous ces systèmes, et puis également en fait, les produits de la construction bois, les termes un peu spécifiques à la construction bois, et puis leur utilisation après dans le cadre de la réglementation RE 2020. Donc là, dans un premier temps, ce que je vous disais, je vais vous détailler un petit peu les différents systèmes constructifs de la construction bois. Donc, ce qu'on appelle le bois massif. Donc, le bois massif, c'est du bois empilé horizontalement avec des sections qui peuvent être soit rondes pour des rondins, soit rectangulaires. Donc, dans ce cas-là, on emploie le terme de madrier et qui ont des fonctions portantes, séparantes, isolantes. Donc, ce type de système constructif en bois massif est utilisé dans les habitations et dans les constructions légères. Donc là, vous voyez sur cette slide une illustration en fait, de ce que peut être ce système constructif. Donc, on a parlé aussi des madriers empilés. Donc, les madriers empilés, donc là, vous voyez sur la photo à quoi ça ressemble. Donc, c'est des poses à l'horizontale avec de l'assemblage et à l'intérieur des insertions de tiges de connecteurs métalliques. Donc, l'autre système constructif qu'on vous présente, donc après le bois massif, les madriers, qui est, je crois dans la slide, on avait vu que c'était quand même utilisé à 9%, c'est les constructions poteau-poutre. Donc, ce qu'on appelle des constructions poteau-poutre, c'est des panneaux, des poteaux, qui sont verticaux et des poutres horizontales avec des fortes sections. Donc, on peut en faire des constructions avec des grands volumes et de grandes ouvertures. Donc, c'est ce qu'on voit sur les illustrations des deux photos, donc avec des habitations haut de gamme, mais aussi des bâtiments industriels, tertiaires et éducatifs. Le système constructif basé sur des panneaux massifs. Donc, les panneaux massifs, donc les murs ossature bois, donc les murs, planchers, les toitures, donc qui sont constitués d'un panneau massif de type panneau bois panoté, bois lamellé cloué, ou bois lamellé collé.
Donc là, l'avantage de ce système constructif, c'est qu'il y a une préfabrication qui est possible. Donc avec, à ce moment-là, moins de phases chantier et plus de phases de cette préfabrication en atelier. Donc, ce qui signifie aussi un montage rapide sur le chantier. Et on peut l'utiliser. C'est un système qui est utilisable en fait dans beaucoup d'ouvrages de type habitation, locaux commerciaux, bâtiments socio-éducatifs, etc. Et donc, vous voyez un peu sur les photos ce que ça peut, voilà, une illustration sur chantier de ce type de système constructif. Le système ossature bois, donc là, ce sont des caissons constitués de montants d'une hauteur d'étage, niveau indépendant, donc avec des contreventements par panneaux bois. Donc avec des remplissages d'isolation entre les montants. Donc là aussi, avec une préfabrication qui peut être faite en atelier, donc moins de chantier, parce qu'un montage rapide. Et donc, de la même façon, donc c'est des systèmes en fait qui peuvent être sur plusieurs hauteurs, sur des habitations, des locaux commerciaux, des bâtiments socio-éducatifs. Donc là, on voit l'illustration sur la photo. Donc ça, c'est voilà, le système constructif de l'ossature bois. Donc, les atouts de mise en œuvre de ces différents systèmes constructifs au niveau de la filière bois. Donc, je ne suis pas rentrée dans les différents détails de ces systèmes constructifs, mais c'était un peu pour vous faire je dirais un panel de ce qui existe en termes de systèmes constructifs au niveau de la construction bois. Donc la construction bois, donc on le sait, c'est une filière sèche, donc ça veut dire pas de consommation d'eau et donc pas tant de séchage sur le chantier. Donc tous ces systèmes constructifs ont des atouts en fait en termes de la mise en œuvre, avec une préfabrication possible sur la majorité de ces systèmes constructifs. Donc ça veut dire une limitation de la durée de chantier, des nuisances, des coûts sur le chantier, des concentrations de livraison donc qui ne sont pas faites sur le chantier, mais qui sont faites sur le site de préfabrication, donc ce qui limite aussi les rotations sur le chantier, et la perte de matière qui est gérée donc au niveau de cette préfabrication et pas au niveau de chantier, donc avec une prise en charge notamment au niveau des déchets. Donc, le système constructif en bois est aussi un système qui est plus léger que d'autres types de systèmes constructifs, donc avec une souplesse d'utilisation pour la rénovation, les extensions, les réhabilitations, et puis un impact donc, qui est limité sur la voirie, puisqu'il y a moins des types de camions qui sont moins imposants, avec des structures, on l'a dit, plus légères. Donc, sur ces systèmes constructifs, sur ce panel de systèmes constructifs, on utilise différents produits de construction bois. Donc là, l'idée de ce webinaire, c'est un peu aussi de vous énumérer un peu tous ces produits de construction bois avec des termes qui sont souvent un peu spécifiques à la filière bois, pour que vous puissiez avoir un petit peu le vocabulaire en fait qui est utilisé. Ce que je vous disais, ce webinaire est un webinaire un peu introductif sur des ateliers pratiques derrière qui permettront en fait un peu plus de rentrer dans le détail de quel type de produits, les spécificités des produits en fonction des macro-composants qui sont utilisés dans les systèmes constructifs. Donc, il y a une famille de produits de construction en bois qu'on appelle des panneaux. Et dans les panneaux bois, en fait, ça reprend plusieurs types de produits. Donc, le premier qu'on vous présente, il s'agit du contreplaqué. Donc, quand on parle de contreplaqué, c'est en fait des plaquages bois de fines épaisseurs, c'est-à-dire quelques millimètres, qu'on colle en fait, on colle ces plaquages les uns sur les autres. Donc, les plaquages, on les obtient par tranchage ou par déroulage. Donc, déroulage, ça peut être un peu comme on taillerait un crayon. En fait, on déroule en fait le bois, on tranche après ces plaquages et puis on les colle à fil croisé. Ainsi, chaque plaquage de bois donc, se trouve pris entre deux plaquages orientés différemment. Donc pour plus
de solidité. Donc, un autre type de panneau qu'on utilise dans la construction bois, ce sont les panneaux de particules. Donc là, les panneaux de particules, comme son nom l'indique, en fait, c'est des particules de bois qu'on va coller les unes aux autres. Donc parfois, c'est ce qu'on appelle aussi aggloméré ou agglo. Donc les particules de bois, donc on les obtient avec, on broie en fait divers petits bois. Donc ça peut être des chutes de scieries. Donc dans les scieries, en fait, les scieries reçoivent ce qu'on appelle les grumes, les rondins. Et puis donc quand ils vont faire des planches, donc c'est ces chutes qui peuvent être réutilisées pour être broyés et puis pour faire donc des panneaux de particules, ou ce qu'on appelle des bois d'éclaircie, c'est-à-dire en forêt quand on coupe des petits bois, en fait, après on peut les broyer aussi pour faire ces panneaux de particules. Le panneau de fibre, donc panneau de fibre, alors on entend aussi le terme de MDF, de Medium Density Fiber. Donc là, on ne parle plus de particules, mais vraiment de fibres, donc très très fin, qu'on colle les unes aux autres. Donc là, le défibrage, c'est de la même façon, c'est obtenu aussi par divers petits bois. Mais on n'a pas exactement donc, les mêmes caractéristiques mécaniques que les panneaux de particules. Donc on a les contreplaqués, le panneau de particules et le panneau de fibres. Et la dernière catégorie, en fait, sur les panneaux, c'est l'OSB. Oriented Strand Board, qui là, c'est aussi des particules, mais c'est des particules, des grosses particules qu'on colle aussi, donc les unes par rapport aux autres. Donc là, vous voyez sur la photo d'illustration, en fait, on n'a pas le même aspect du tout que sur des panneaux de particules. Donc, c'est le même type d'entrants de petits bois qui sont utilisés pour le broyage, et c'est des panneaux qui sont très courants, qu'on voit très couramment dans la construction, et notamment en fait dans les fonctions de contreventement dans la construction bois. Donc, les panneaux sont utilisés pour les planchers, les toitures, les cloisons. Dans les murs ossature bois, on trouve principalement, mais pas que, de l'OSB. Donc les panneaux, on les retrouve aussi, même si c'est un peu au-delà de notre sujet de ce matin, dans l'ameublement, dans l'agencement, dans les équipements de transport, dans les coffrages, dans les caisses d'emballage. Donc ce sont des produits assez courants au niveau de la filière bois et très utilisés au niveau des systèmes constructifs. Dans les autres types de produits de construction bois, on parle souvent aussi de lamellé-collé. Donc, le lamellé-collé, là, ce sont des petites lamelles de bois qu'on colle les unes avec les autres. Donc, à la fois champ contre champ pour un plan horizontal pour former comme un panneau de lamelles et face sur face donc pour empiler les diverses couches de ces panneaux de lamelles et obtenir en fait des charpentes. Donc, ça permet des épaisseurs assez conséquentes, des très grandes longueurs, des formes diverses. Ça peut être des formes droites, mais on peut aussi donner des formes courbes à ce lamellé-collé. Et donc, c'est utilisé pour des structures horizontales ou verticales. Le CLT, donc le CLT, c'est un panneau à usage structurel qui est composé de lames de bois massif croisées perpendiculaires et qu'on retrouve aussi pour des usages de murs, de planchers, de toitures, voilà, divers usages. Le contre-collé, donc le contre-collé, donc là, c'est collé face à face 2 ou 3 sillages de bois de grande longueur. Donc, c'est plus un aspect de ce qu'on appelle de bois massif sur toutes les faces. Et c'est utilisé comme poutre en charpente. Les poutres en I. Donc, la poutre en I, c'est une poutre donc, à profil complexe qui est largement employée comme élément porteur horizontaux ou éléments structurels verticaux pour le bâti individuel, collectif ou tertiaire. Donc, il y a différents types de poutres en I. Sur l'illustration que vous voyez là, donc des poutres en I avec une âme en bois massif, une âme en OSB ou une âme en acier. Donc, ça fait partie aussi d'éléments de produits de construction bois très utilisés après dans les systèmes constructifs de la filière bois. Donc là, les différents en fait, produits que je vous ai présentés
C'est des produits donc, qui sont utilisés en termes de construction, mais après, dans la construction bois, on a, dans les systèmes constructifs, mais après, dans la construction bois, on a aussi tous les produits de seconde œuvre, en fait. Donc, on retrouve, en fait, après, sur un bâtiment, bien sûr, tout ce qui est isolant en fibre de bois, tout ce qui est revêtement de sol, que ce soit stratifié ou parquet, tous les revêtements extérieurs, les bardages, les plattelages, les revêtements intérieurs de type lambris, et puis bien évidemment les menuiseries, que ce soit des menuiseries fenêtres, porte-fenêtres, porte intérieures, porte extérieures. Et puis il y a également d'autres, voilà, la liste n'est pas exhaustive, il y a aussi bien sûr les plaintes, les éléments d'agencement, enfin voilà, plein d'autres matériaux de produits de construction de bois que l'on retrouve dans les bâtiments. Donc, cette première partie de webinaire était donc pour vous donner un petit peu une vision un peu de la, comment dire, de tout ce qu'on peut retrouver en système de construction bois. Alors, ce qui n'était peut-être pas exhaustif d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être aussi voilà, les principaux, on va dire, éléments. Et puis, donc, les différents termes de cette construction. Et comme je vous disais, en fait, cette partie va être un peu plus détaillée après dans des ateliers pratiques, mais tous ces systèmes contribuent après à rentrer dans les systèmes constructifs pour la réglementation environnementale 2020. Donc, je vais vous détailler un petit peu les grands principes, en tout cas sur la partie environnement, qui est plus l'objet du webinaire de ce matin. Déjà, il faut savoir qu'au niveau national, donc, il y a eu la loi de transition pour la croissance verte. Donc, c'est une loi qui a décliné en fait en grands objectifs, avec une réduction du CO2. Donc, quand on parle réduction du CO2, on est sur l'indicateur en fait, environnemental de changement climatique. Donc, de diminuer, donc un facteur 4, donc de diminuer par 4 les émissions pour arriver donc, en 2050. Un objectif concernant les consommations d'énergie, donc avec moins 20% d'ici 2030 de consommation d'énergie primaire par rapport à 2012. Un objectif en 2050 d'un parc de logement de niveau bâtiment basse consommation, et puis un objectif de 2025 de 50% de réduction des quantités de déchets mis en décharge. Donc, cette loi de transition pour la croissance verte, elle a été déclinée au niveau national par une stratégie qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui vise en fait à atteindre la neutralité carbone des émissions de gaz à effet de serre d'ici l'horizon 2050, donc avec des recommandations transversales et des recommandations sectorielles. Et donc, ces recommandations touchent le secteur du bâtiment. Donc, pour les décliner au secteur du bâtiment, c'est là où on a introduit en fait la réglementation environnementale 2020. Il faut savoir que le bâtiment en France, le secteur du bâtiment, ça représente 45% au niveau de la consommation énergétique nationale et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est très conséquent dans l'objectif de cette loi. Donc, le secteur du bâtiment s'est engagé pour rénover le parc existant et pour améliorer donc, la performance énergétique et environnementale des bâtiments neufs. Grâce notamment donc, à ces nouveaux outils, cette nouvelle réglementation, donc pour la construction neuve, donc on a appelé la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Donc, sachant qu'on dit 2020, mais on le verra, elle va être applicable en fait au 1er janvier 2022. Mais les discussions, les concertations a été entamée depuis déjà quelques années. Cette méthode est basée sur ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie. Donc, l'analyse de cycle de vie, c'est de prendre en compte toutes les phases du cycle de vie du bâtiment. Donc, de la phase de production du bâtiment, donc c'est-à-dire l'impact de tous les produits qu'on va mettre dans ce bâtiment, tous les transports liés à la production de ce bâtiment. L'étape de construction, donc l'étape sur le chantier, donc tous les impacts liés aux différents engins nécessaires pour le chantier. La phase d'exploitation,
Donc, la phase d'exploitation, ça comprend justement notamment tout l'impact de l'énergie nécessaire pendant la durée de vie du bâtiment. Et puis, la phase de fin de vie avec donc la phase non seulement de déconstruction du bâtiment et puis aussi de gestion des déchets en fin de vie. Donc, les différents contributeurs sur ces étapes de cycle de vie du bâtiment, donc, ce sont les produits de construction et d'équipement. Donc, c'est là où intervient en fait donc, tous les produits de construction ou les systèmes constructifs de la filière bois. La consommation d'énergie, donc ça, c'est la consommation d'énergie du bâtiment pendant sa vie en œuvre. La phase de chantier et puis la consommation d'eau. Donc, le calcul pour les ACV bâtiments sont réalisés sur tous les indicateurs. Donc, quand on parle de tous les indicateurs, en fait, là, on ne parle pas uniquement d'indicateurs de changement climatique, mais ça peut être d'autres indicateurs environnementaux qu'on retrouve dans les fiches de données environnementales et sanitaires que je vais vous présenter après, de type eutrophisation, acidification, etc. Mais seules, en fait, les émissions de gaz à effet de serre, donc émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire l'impact sur le changement climatique, font l'objet d'un positionnement par rapport à une valeur cible dans le cadre de la RE 2020. La façon dont c'est pris en compte au niveau de la RE 2020, au niveau des produits de construction, donc la première ligne en fait, du tableau précédent, c'est qu'on prend donc, la quantité du composant. Donc, si on prend si on prend des poutres, par exemple, on va prendre ou si on prend un mur ossature bois, on va prendre le mètre carré de mur ossature bois, multiplié par donc combien de mètres carrés de ce mur ossature bois j'ai, multiplié par la donnée environnementale du composant, et ça nous donne donc l'impact environnemental du composant à l'échelle du bâtiment. Cette donnée environnementale, en fait, on la retrouve dans ce qu'on appelle des FDES, des fiches de données environnementales et sanitaires, qui sont disponibles sur la base INIES. Donc, je vais y revenir. Il y a 3 types en fait, de données environnementales qui sont utilisables dans ces ACV bâtiments, ce qu'on appelle les FDES individuels qui sont rattachés à une entreprise, des FDES collectives qui sont pour un certain nombre d'entreprises ou pour, par exemple, toutes les entreprises fabriquant ces produits en France, et des FDS issus de configurateurs. Sur la filière bois, il y a 2 configurateurs qui sont disponibles et qui permettent en fait d'adapter des FDES pour un chantier spécifique, par exemple. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les FDES sur les produits de construction, donc ce n'est pas une obligation. S'il n'y a pas de FDES disponible pour faire donc, la CV du bâtiment, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle des DED, des données environnementales par défaut, qui sont mises à disposition par le ministère, qui sont également sur la base INIES, qui sont utilisables. Alors donc là, il y a un petit smiley qui ne sourit pas, parce que ces données environnementales par défaut sont très impactantes, de 30 à 100% plus impactantes en fait qu'une FDES. Donc l'intérêt pour avoir une ACV bâtiment au plus juste, c'est qu'il y ait le maximum d'FDES disponibles sur les produits de construction et notamment ceux qui couvrent la construction bois. Donc la RE 120, une application progressive. Donc les textes définitifs donc, sont parus cet été, en août 2021. Sachant que donc, ces textes ont fait l'objet de concertations avec toutes les filières. Il y a eu d'abord une expérimentation qu'on a appelée l'expérimentation E+, C-, donc E+, pour énergie, plus carbone pour carbone moins, et qui a permis en fait de déterminer les seuils que l'on retrouve après dans le cadre de cette réglementation. Donc voilà, donc ça a fait l'objet de concertation et de consultation. L'application pour les bâtiments, en tout cas d'habitation, donc ça sera 2022, 2023. Et puis après, donc, il y a différents jalons en fait sur les seuils. Donc, je vais vous les indiquer donc, sur les différents indicateurs carbone de la RE 2020.
Donc, plusieurs indicateurs qui reflètent l'impact sur le changement climatique dans le cadre de la RE 2020. Donc, ils sont calculés donc, par analyse de cycle de vie, donc en prenant en compte donc, tout le cycle de vie du bâtiment. Ils sont exprimés par mètre carré de surface de plancher. Donc, il y a des indicateurs qui sont réglementés. Donc, ces indicateurs, c'est ceux qui concernent la construction. Donc, c'est l'impact sur le changement climatique qui sont associés aux composants du bâtiment, c'est-à-dire tous les produits de construction que l'on a dans le bâtiment. Donc, on reprend, grâce notamment, ce que je vous expliquais, au FDES, donc on reprend l'impact de ces produits de construction pour voir, voilà, à l'échelle du bâtiment, quel va être leur impact. L'impact de l'énergie, donc l'impact sur le changement climatique, donc ça qui est associé aux consommations d'énergie lors de la phase d'utilisation du bâtiment. Donc l'isolation, par exemple, du bâtiment peut avoir aussi un impact sur cette consommation d'énergie pendant toute la durée de vie du bâtiment, qui est considérée à 50 ans. Il y a des indicateurs, alors que j'ai nommé ici indicateurs pédagogiques, qui concerne en fait le stock carbone du bâtiment, donc qui est le stock de carbone biogénique que l'on retrouve dans le bâtiment. Donc, ce qu'on appelle stock de carbone biogénique, c'est les produits biosourcés. Biosourcés, c'est un peu plus large que les produits bois. Donc, il y a les produits bois, mais aussi tous les isolants qui peuvent être des isolants à base de végétaux. Stock du carbone, ont en fait du carbone, donc lié en fait à la photosynthèse lors de la production du bois. Et donc, il y a cet indicateur de stockage de carbone biogénique, donc c'est ce qu'on appelle le carbone biogénique, qui est indiqué dans le cadre de la RE 2020, mais qui ne fait pas l'objet de seuils spécifiques. Donc, d'ailleurs, on va le voir, quels sont les différents seuils. Donc, les seuils, les seuils sont évolutifs, c'est-à-dire que le premier seuil, l'année prochaine, en 2022, on le voit pour les maisons individuelles ou les logements collectifs, donc il est exprimé en kilos de CO2 équivalent par mètre carré. Donc, c'est 640 pour les maisons individuelles, kilos de CO2 équivalent par mètre carré, 740 pour les logements collectifs. Donc, ce sont des seuils qui vont progressivement être plus contraignants. Donc, on voit qu'entre 2022 et 2031, sur les maisons individuelles, on passe de 640 à 415. Donc, beaucoup plus contraignant en 2031 pour aussi une adaptation en fait, du secteur de la construction à cette réglementation. Donc, c'est une réglementation assez évolutive. Et donc, après, ça, c'est les seuils pour la partie construction. Et il y a donc aussi des seuils pour la partie énergie. Sur ces seuils, la réglementation a introduit aussi des coefficients de modulation. C'est-à-dire que c'est les seuils, mais on va pouvoir prendre en compte ces coefficients de modulation au moins sur les premières années. Donc, selon s'il y a de la présence de combles aménagés, sur les différents types de bâtiments, selon la surface des logements, donc avec un seuil qui peut être augmenté en dessous de 100 mètres carrés et diminué au-delà, selon la localisation géographique, c'est-à-dire il va y avoir des modulations de ces seuils en fonction si vous êtes dans des zones climatiques qui sont chaudes, selon l'impact des fondations. Donc ça, c'est pour ne pas pénaliser des projets où il y aurait besoin de fondations spéciales de type parking souterrain. Voilà, selon l'impact des voiries, des réseaux divers, et puis selon l'impact des données environnementales par défaut. Donc, on a vu que les données environnementales par défaut, c'est quand vous n'avez pas de données spécifiques pour calculer la CV de votre bâtiment, vous pouvez utiliser donc, ces données environnementales par défaut qui sont pénalisantes. Et donc, pour ne pas, l'année prochaine, en tout cas, ce coefficient de modulation au niveau des DED ne va pas être pénalisant, c'est-à-dire qu'au début, même si vous utilisez un peu plus de DED, pour laisser aussi le temps aux fabricants ou aux collectivités de faire des FDES,
ça va être voilà, modulé dans un sens qui ne sera pas pénalisant. Et puis, plus tard, en fait, au fil des années, ce coefficient de modulation, par contre, va devenir plus pénalisant parce qu'on estime que les fabricants devront avoir fait leur FDES. Donc, cette partie donc, sur la RE 2020, donc, je vous ai dit, a fait l'objet de différentes concertations. Et notamment, en fait, il y a eu donc, la DHUP, donc le ministère, qui avait fait une première étude. Donc, ces graphiques sont issus de cette première étude hein, où, sur différents types de bâtiments, donc sur les différents lots qui sont les lots donc régis de la RE 2020, pour voir où se situaient en fait différents types de bâtiments. Donc, à titre indicatif, je vous ai mis la barre avec le seuil 2031. Alors, je vous rappelle que le seuil 2031, c'est celui qui va être vraiment le plus contraignant. Donc, on voit que sur différents types de bâtiments, pour l'instant, en fait, les bâtiments n'atteignent pas forcément ce seuil et donc vont devoir travailler sur leur impact en termes de changement climatique pour pouvoir, dans les prochaines années, atteindre ce seuil 2031 et que les bâtiments qu'on a appelés excellent énergie OSB ou standard 2019 énergie sont les seuls en fait à pouvoir passer ce seuil. Donc ça, c'était sur la maison individuelle. Et on retrouve un petit peu le même type en fait de graphique sur le logement collectif, avec donc l'impact des différents lots qui sont donc en couleur. Et toujours, donc, je vous ai remis ce seuil 2031 qui va être le plus contraignant. Donc, pour calculer en fait cet ACV bâtiment, donc vous allez utiliser des FDES. Donc, c'est un terme qui commence à passer dans le langage courant. Donc, c'est un document normalisé qui est basé aussi sur une analyse de cycle de vie. Donc, de la même façon en fait que quand on calcule l'ACV du bâtiment, on prend en compte tout le cycle de vie du bâtiment. Dans les FDES, on prend en compte tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire vraiment de l'extraction des matières premières qui servent à faire le produit, de tous les transports jusqu'à la fin de vie du produit. La spécificité en France, c'est que ces FDES sont régis par une réglementation spécifique et qui donc comporte aussi un volet d'information sanitaire. Donc, 3 types, je n'y reviens pas, des FDES, hein, donc collectif, individuel, sur mesure. Donc, les caractéristiques de l'ACV, c'est que c'est multicritères. On a plusieurs indicateurs d'impact. On n'a pas que le changement climatique et qu'on le ramène donc à une unité fonctionnelle. Donc, par exemple, 1 mètre carré de revêtement ou 1 mètre cube ou 1 mètre linéaire selon le type de produit de construction. Où est-ce que vous pouvez trouver les FDES? Donc, les FDES sont disponibles sur la base INIES. Donc, la base INIES, c'est la base qui régit en fait toutes les FDES. Donc, vous pouvez y accéder. Sur la partie après, pour faire une ACV bâtiment, donc vous avez des formats spécifiques qui permettent après de rentrer directement les informations dans des logiciels d'ACV bâtiment. Donc, sur la partie produits de construction en bois, donc, la majorité en fait, des types de produits de construction bois sont couverts par des FDES collectives. Donc, je ne l'ai pas mis dans cette présentation de webinaire, mais il y a pratiquement autant d'FDES aussi individuels qui sont disponibles sur les produits de construction bois, sur la base INIES. Donc, on retrouve des panneaux, des charpentes, des poutres en I, du lamellé-collé, des fenêtres, des portes, des bardages, enfin voilà, tous les types de produits de construction de la filière bois sont couverts par ces FDES. Alors, tous, non, ce n'est pas exhaustif, mais progressivement, on y arrive. Donc, à venir, il y a aussi des planchers, des usseries, des carrelets, des éléments d'agencement
qui vont venir aussi d'FDES de la FNB. Donc, progressivement, en fait, on arrive à couvrir un maximum de produits sur la filière bois. Et donc, toutes ces FDES collectives sont disponibles sur la Basignès. Et puis également, bien sûr, sur les panneaux. Il y a actuellement une quinzaine d'FDES de différents types de panneaux et 7 panneaux de contreplaqué également disponibles sur la Basignès. Sur ces FDES, vous allez retrouver donc tout le cycle de vie du produit. Donc, ce que je vous disais, de la matière première. Alors, ce qu'on appelle, vous voyez, des petits numéros, enfin des petites références, A1, A2, A3, A4, A5, B, C, D. Donc, ça, c'est normalisé. C'est normalisé pour l'ACV des produits de construction. Et c'est comme ça également donc, que sont présentés les résultats sur la Basignès. Donc, la phase de production des produits de construction, ça correspond à la phase A1 à A3. Donc, c'est-à-dire de l'extraction des matières premières, du transport des matières premières jusqu'au fabricant et de la fabrication avec le process de fabrication, les pertes, etc., les énergies, les déchets lors de la fabrication du produit. Après, vous retrouvez les impacts liés au transport vers le chantier, d'installation sur le chantier, d'utilisation de ces produits. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin, par exemple, d'une maintenance sur ces produits, sur des bardages, par exemple, qui seraient peints, de refaire voilà, une couche de peinture pendant les 50 ans de durée de vie, non, pendant la durée de vie du produit de construction, qui n'est pas forcément de 50 ans. Et puis après, donc, la fin de vie du produit, le recyclage et la valorisation des différents éléments en fin de vie. Donc, la durée de vie des produits de construction est précisée sur la Basignès. Donc, ces données environnementales que vous retrouvez dans la Basignès, donc là, je vous ai mis en fait un extrait de la Basignès. J'ai pris un produit bois au hasard, mais c'est la même chose en fait pour tous les produits. Quand vous allez sur la partie indicateur, donc la première ligne que vous trouvez, c'est le réchauffement climatique, donc exprimé en kilos de CO2 équivalent. Et donc, c'est ces données qui sont reprises pour chaque étape en fait, de l'ACV du bâtiment. Donc là, si on parle des fenêtres qui sont exprimées en unités fonctionnelles de mètres carrés, après, vous multipliez par le nombre de mètres carrés de fenêtres de votre bâtiment. Donc, on a l'étape de production, l'étape de construction, donc qui correspond aux étapes en fait, de transport jusqu'au chantier et de mise en œuvre du chantier, l'étape d'utilisation, l'étape de fin de vie et puis le total cycle de vie. Donc là, ce n'est pas détaillé, mais vous pouvez, vous pouvez détailler en fait, les différentes phases sur la Basignès. Alors, les spécificités des FDES des produits bois. La spécificité première, je dirais, dont on voulait vous parler sur le webinaire, parce que voilà, il y a beaucoup d'entre vous en fait, qui utilisent ces FDES, qui les utilisent après dans le cadre justement d'ACV bâtiment. Donc là, on a évoqué la partie carbone biogénique. Donc, ce qui est important à comprendre quand on récupère en fait les données spécifiques des ACV, des ACV des FDES, c'est qu'on voit qu'en phase de production, donc en phase de production, c'est-à-dire les 2 premières colonnes, A1, A3, on a le changement climatique qui en fait est égal au changement climatique qu'on appelle fossile, c'est-à-dire lié à la consommation d'énergie, lié au transport, etc., plus le changement climatique qu'on appelle d'origine biogénique, donc qui est lié au stockage du carbone par le produit biosourcé. Et c'est pour ça que c'est négatif. Donc, en fait, le produit bois va stocker ce carbone biogénique en entrée et puis après va le réémettre en fin de vie. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve en fait cette partie négative en phase de production. Donc là, l'exemple que je vous ai mis, c'était pour le mètre carré d'ossature bois, donc avec les différents éléments
que vous retrouvez. Donc, sachant que pour l'ARE 2020, donc l'autre spécificité, c'est que vous voyez, alors ce qui n'est pas une spécificité de produits de construction bois, hein, donc on a parlé des étapes de cycle de vie, donc de l'étape de production A1, A3 jusqu'à l'étape de fin de vie. Donc l'étape de fin de vie qu'on voit, c'est l'étape C, donc C1, C2, C3, C4, démolition, transport, traitement des déchets et élimination. Donc, il y a aussi une autre étape, vous voyez, qu'on appelle D, l'étape D. Alors, dans notre jargon, on dit le module D, de réutilisation, récupération et au recyclage, qui est en fait lié aux bénéfices et charges au-delà en fait, de la fin de vie. Donc, tout ce qui est lié en fait, à la valorisation, au recyclage, que ce soit matière ou énergie, des produits en fin de vie. Donc, on prend en compte en fait ce bénéfice, enfin, on dit bénéfices et charges, parce qu'on peut prendre aussi en compte le fait qu'il y ait des transports associés à ce recyclage. Donc, on prend tout ça en compte dans ce qu'on appelle le module D. Et en fait, pour calculer après l'ARE 2020, on prend en compte donc les étapes, toutes ces différentes étapes, et également le module D, donc qui va faire un petit bénéfice, enfin c'est négatif, donc c'est bénéfique par rapport au changement climatique sur cette étape. Sur les spécificités par rapport à l'ARE 2020. Donc, le calcul qui est fait, on somme en fait les étapes de production, les étapes de mise en œuvre, les étapes de fin de vie et d'utilisation. Et pour les étapes de fin de vie et d'utilisation, en fait, on applique aussi un coefficient qui est défini en fonction de la durée de vie du produit et qui est défini dans les textes de l'ARE 2020. Donc, il y a deux configurateurs qui sont disponibles actuellement sur les produits de construction bois. Donc, les deux configurateurs s'appellent DE Bois et DE Bois de France. Donc, si j'aurais pu mettre les liens Internet, mais vous pouvez les retrouver très facilement. Alors, ces configurateurs vous permettent en fait d'adapter les FDES collectives à un chantier spécifique ou à un produit spécifique. Donc, si vous allez sur ces deux sites, vous allez trouver donc voilà, vous pouvez, pour une partie gratuite, en tout cas par rapport à DE Bois et DE Bois de France, adapter en fait, par exemple, différents paramètres liés au produit ou différents paramètres liés à des distances sur le chantier. Pour vous aider en fait dans les ACV bâtiments et pour vous y retrouver aussi dans les différents types de systèmes construction bois, vous avez à disposition plusieurs sites internet, dont un site qui s'appelle le catalogue construction bois. Donc, le catalogue construction bois, c'est un site qui est destiné aux acteurs de la construction, donc à vous, et qui rassemble énormément de détails techniques sur les différents types de systèmes constructifs, des bases de données au niveau des performances qualifiées en feu thermique acoustique, certaines fiches de données environnementales, mais je vous invite plutôt à aller sur la base INES qui est plus complète, et puis des aides à la rédaction de pièces de marché. Donc, c'est un site qui fourmille de spécificités techniques pour vous aider. Ce site contient une partie ouvrage qui comporte en fait la description des conceptions détaillées et la nature des justifications requises pour 3 types d'ouvrages, donc maison individuelle, bâtiment collectif et bâtiment avec façade à ossature bois. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site pour découvrir toute la mine d'informations que vous pouvez y trouver. Il y a également un autre site que vous avez à disposition qui s'appelle Ambition Bois. Donc, les réponses pour vous accompagner dans les étapes de votre projet avec deux volets, un volet donc objectif construction, un volet objectif réhabilitation.
Donc, objectif construction pour la construction neuve, pour organiser, clarifier, voilà, proposer des fiches aux principales questions que vous pouvez vous poser. Et puis, un objectif réhabilitation, donc pour valoriser les solutions dans la réhabilitation des solutions bois pour valoriser dans la réhabilitation des bâtiments. Voilà, avec pareil des fiches avec des objectifs et des contraintes voilà, sur la construction. Donc, ce sont des sites donc, voilà, que vous pouvez, que je vous invite à retrouver. Il y a énormément d'acteurs aussi pour vous accompagner dans toutes les démarches liées à la construction bois. Donc là, j'ai mis tous les différents logos. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à contacter les différentes organisations professionnelles qui peuvent aussi vous apporter de l'information sur la construction bois. Alors, j'en arrive presque au terme de ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé voilà, alors peut-être pas des réponses, mais que ça vous aura amené sur la construction bois à vous apporter des éléments, en tout cas techniques, et notamment sur l'utilisation des FDES de la filière bois pour cette partie. Donc, comme je vous disais, c'est un webinaire qui est un peu introductif, c'est-à-dire que, par exemple, sur les FDES de la filière bois, je n'ai pas non plus détaillé, en fait, tout ce qui existe en termes d'FDES par rapport à certaines spécificités, des spécificités qui peuvent être liées, par exemple, au type d'essence, donc résineux, feuillu, mais aussi voilà, épicéa, Douglas, etc. Des spécificités liées aux produits qui peuvent être traités ou non traités selon si le bois est déjà durablement naturellement durable ou pas, etc. Donc, c'est pour ça qu'on souhaitait accompagner en fait ce webinaire d'une seconde partie qui concerne donc vraiment des exercices de mise en pratique à partir de macro-composants qu'on pourra imaginer sur la construction bois. Donc, on a prévu 4 dates en janvier pour faire suite donc, à cette matinée. Des dates qui sont aussi en région. Hein. Donc, il y a une date à Paris le 14 janvier. Donc, la date à Paris le 14 janvier, c'est un atelier pratique qui sera réalisé à la fois par FCBA, mais également par Esteana, qui est partenaire dans ce projet. Une date à Lyon le 21 janvier, une date à Bordeaux le 27 janvier et à Nantes le 28 janvier. Donc, ce sont des ateliers qui sont prévus sur la matinée. Et le détail en fait logistique de ces ateliers, donc au niveau des inscriptions et des lieux spécifiques de formation, parce que j'ai mis Paris, mais ce sera en fait dans les locaux d'FCBA à Champs-sur-Marne. À Lyon et Nantes, ce sera et à Bordeaux plutôt plus dans le centre. Mais tous ces détails en fait vont vous être transmis avec les liens d'inscription. Donc, comme ce sont des ateliers pratiques, on ne pourra pas en fait accueillir tout le monde, surtout en cette période de contexte sanitaire un peu compliqué. Donc voilà, on prévoit un nombre limité de participants à chaque atelier. Donc, je vous invite, voilà, si ça vous intéresse et si cette première partie lors de ce webinaire vous a mis l'eau à la bouche, de nous rejoindre à l'une et de vous inscrire à l'une de ces 4 dates prévues en janvier 2022, dès que vous aurez donc les liens d'inscription qui vous seront donc envoyés prochainement. Voilà, j'en arrive au terme de ce webinaire.
Donc, merci déjà à tous pour votre attention. J'ai également laissé donc, sur cette dernière slide mon contact, donc Tiffaine, tife2n.guenec, GUE2NEC@fcba.fr. Donc, n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail suite à ce webinaire si vous avez des interrogations, si vous souhaitez voilà, en savoir un peu plus sur cette partie construction bois et RE2020.